Alors, pour ce nouveau chapitre, consacré au microprocesseur, euh, et donc, voilà, une introduction. Hein. D'abord, on a vu, déjà vous avez vu ça en première année, l'architecture abstraite de toute machine intelligente, c'est-à-dire machine capable d'effectuer des traitements et des calculs, hein, est composée d'un processeur, des unités d'entrée-sortie. Donc le processeur, c'est pour effectuer et calculer, et traiter des données. Les unités d'entrée-sortie sont pour communiquer avec l'environnement extérieur, à savoir clavier, écran, imprimante, disque oui. Et vous avez aussi la mémoire centrale, hein. C'est l'espace dans lequel se trouvent les programmes chargés pour l'exécution. Et là, vous avez l'horloge. L'horloge, donc, c'est tout simplement, c'est c'est elle qui impose au microprocesseur de travailler à un rythme bien déterminé. Donc, le microprocesseur, fonctionne au travail, hein, par rapport à la vitesse imposée par l'horloge. Vous avez vu aussi qu'un processeur ou une unité de calcul, hein, et de traitement est composé de deux unités principales. Vous avez donc l'IAL, l'unité arithmétique et logique. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est calcul arithmétique et logique. Et vous avez l'unité de contrôle ou de commande. Cette unité, c'est elle qui est responsable de tout ce qui est décodage des instructions. Parce que quand le microprocesseur exécute une instruction, alors qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, une fois donc lu à partir de la mémoire centrale, il passe à la phase de décodage. Donc cette phase permet d'identifier l'opérateur et les opérandes, hein, de l'instruction. Une fois donc l'opérateur et les opérandes identifiés, là, l'unité de contrôle ordonne l'IAM pour effectuer ou exécuter cette opération. La mémoire centrale, j'ai dit donc c'est l'espace dans lequel se trouvent les programmes à exécuter et bien sûr leurs données. Hein, vous avez vu quand vous écrivez un programme, automatiquement votre programme est composé de variables et d'instructions. Donc ces variables contiennent tout simplement les données à traiter ou les données dont le programme aura besoin et aussi les instructions. Mais sur le plan matériel, structurel, on peut donc considérer la mémoire comme un tableau, hein, c'est comme un tableau de cases. Je vais ici donc pour donner plus d'explications. Donc regardez, je vais tracer un tableau. J'insère donc un tableau. Euh, bien, je vais utiliser donc les dessins. Attendez, donc voilà, la mémoire. Regardez, vous voyez, donc vous avez la première case, hein. Je mets contient X. Donc format de la zone, voilà, c'est vraiment ce qui est pénible dans l'enseignement à distance, en utilisant donc ces outils-là qui sont pas vraiment pratiques. Et ce qui fait, c'est c'est une perte. Alors, donc voilà, c'est bon, ok. Euh, vous voyez, donc on a dit donc la mémoire, hein, c'est un tableau de cases, vous voyez.
Voilà, donc je peux faire ça. J'ajoute une ligne pour ne pas perdre du temps. Voilà. Alors, voilà. Donc, regardez. Et chaque case, donc là, je peux dire dans ce dans le mémoire centrale. Donc, j'ai dit chaque case, euh, voilà. Et là, donc, vous avez la première case qui porte l'indice 0, la deuxième case qui porte l'indice 1, 1, et ainsi de suite. Donc, si j'ai une case, automatiquement, la dernière case va porter le numéro N-1. Vous voyez? Et donc, euh, voilà. Alors, je dis donc, chaque case a son propre indice qui représente tout simplement son adresse. Voilà. Si par exemple je dis la case mémoire ayant l'adresse 1, ça veut dire hein, je cible je cible la première case. Et chaque case, et chaque case est sur, attendez, hein, parce que là, pour mentionner la taille de la case, de 0 jusqu'à 7. Alors, donc regardez s'il vous plaît, donc c'est quoi la mémoire centrale, comme vous voyez ici. Donc, c'est un tableau de cases, de n cases, dont chacune est sur 8 bits, c'est-à-dire un octet, et ayant une adresse qui représente tout simplement son index. Vous voyez? Et donc, c'est la définition la plus simple sur le plan donc structurel. Mais sur le plan donc traitant ou contenu, donc on dit que c'est un espace qui contient des programmes à exécuter, ainsi que leurs données. D'accord? Et donc, les unités d'entrée et sortie, donc, sont tout simplement un intermédiaire entre l'ordinateur et le monde externe. Euh, alors, l'horloge. L'horloge, il faut savoir que, vous avez vu c'est quoi une horloge? Donc, c'est un composant qui génère des impulsions, un nombre d'impulsions par seconde. Si par exemple, je vous dis que la vitesse d'horloge de microprocesseur égale à 2 GHz, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 giga impulsions par seconde. Hein? Donc, euh, 2 gigas, donc c'est 2 fois 10 puissance 9 impulsions par seconde. Et il faut savoir que chaque impulsion, le microprocesseur effectue un traitement élémentaire, c'est-à-dire une action non décomposée. Vous voyez? Et donc, tout dépend de l'instruction. Chaque instruction donc, peut prendre
Un temps, ça veut dire quoi? Un temps d'exécution, ça veut dire un nombre, il lui faut un nombre d'impulsions pour son exécution. D'accord? Par exemple, pour une addition, par exemple, hein, donc le microprocesseur a besoin de 4 impulsions pour pouvoir exécuter hein, l'addition complète, par exemple. Alors, et donc c'est pour ça, on dit que la vitesse d'horloge, hein, c'est elle qui cadence le rythme de travail du microprocesseur. C'est-à-dire c'est elle qui impose au microprocesseur de travailler à une vitesse bien déterminée. Alors, euh, là, vous avez des définitions classiques. C'est quoi un micro-ordinateur? Donc, c'est le terme micro. Sur ordinateur, c'est une grande machine. Micro, donc, c'est pour miniaturiser donc l'ordinateur et avoir un ordinateur personnel. D'accord? Le microprocesseur, c'est la même chose. Donc, on utilise le terme processeur pour les grandes machines. Hein? On a miniaturisé donc le processeur hein, pour l'usage personnel. Alors, là maintenant, on va voir les liaisons ou bien les bus d'interconnexion entre le processeur et son entourage. Vous voyez, il faut savoir que le microprocesseur communique avec son entourage via 3 bus. Vous avez le bus de contrôle, le bus d'adresse, le bus de données. D'accord? C'est quoi un bus? Un bus, tout simplement, est un ensemble de fils. D'accord? C'est un ensemble de fils où chaque fil peut transporter à la fois un et un seul bit. D'accord? Si par exemple j'ai besoin de transférer une donnée sur 8 bits ou de type byte du microprocesseur vers la mémoire centrale ou vice-versa, là je dois utiliser 8 fils en parallèle. Et chaque fil transporte un et un seul bit. Et je peux donc imaginer un bus comme un espace mémoire qui ne peut transporter qu'une seule donnée à la fois. Parce qu'un espace mémoire hein, ne peut contenir qu'une seule donnée à la fois. La même chose. Donc le bus de données ou le bus d'adresse ou le bus de contrôle, hein, je peux le considérer comme un espace, mais dans le sens transporté. Hein. C'est comme c'est un espace qui transporte une donnée et une seule donnée à la fois sur un bit. Alors, donc le bus d'adresse, comme vous voyez ici sur l'image, hein, c'est un bus unidirectionnel. Regardez la flèche. Donc, ça veut dire quoi? La flèche, c'est dans le sens du microprocesseur vers le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a que le microprocesseur qui peut s'adresser aux autres. Vous voyez, c'est lui le maître. D'accord? Donc, s'il veut accéder à un emplacement de mémoire, il n'a qu'à s'adresser à cette mémoire en lui indiquant l'adresse ciblée. Comment? Tout simplement en envoyant l'adresse de la zone ciblée via le bus d'adresse. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on dit que un bus d'adresse est unidirectionnel. Alors, il peut, euh, c'est en fait le même principe quand on a vu par rapport, quand on a vu la présentation des nombres, qu'est-ce qu'on a dit à propos de la capacité d'un espace sur un bit? On a dit quel est le nombre de valeurs qu'on peut représenter sur un espace de n bit. On a dit c'est 2 puissance n سير valeurs. Oui. سير وشنو هو ميكرو بروسيسور؟ C'est quoi un microprocesseur? وي. Un microprocesseur, c'est un composant hein, qui est capable de faire des calculs. D'accord? C'est-à-dire, c'est un composant composé d'une unité de contrôle, unité de traitement ou bien calcul arithmétique et logique. Donc, il est capable de décoder une instruction. Ça veut dire quoi décoder? Attendez, je reviens dans l'explication. ماشي نفس البروسيسور. Ah, non, c'est-à-dire votre question, quelle est la différence entre un processeur et un microprocesseur? C'est ça la question. Si j'ai bien وي compris. كاين ديفيرون بينهم. Voilà. La différence, j'ai dit, c'est au niveau de la taille. Vous voyez. Donc, un processeur, on le trouve dans les grandes machines pour la grande industrie, enfin, les super, ça, les grands calculateurs, hein.
Et un microprocesseur, c'est un processeur de petite taille qu'on utilise donc pour l'usage personnel. Par exemple, nos PC de bureau hein, sont équipés de microprocesseurs et non pas de processeurs. Vous voyez, c'est juste question de taille. Mais le principe est le même. Que ce soit un processeur ou un microprocesseur, le, le travail est le même. C'est-à-dire les deux sont capables d'effectuer des traitements. D'accord? Donc la différence, c'est au niveau de la taille. D'accord? Donc les processeurs sont utilisés dans les grandes machines. Les microprocesseurs, c'est pour donc les petites machines à usage personnel. Les D'accord? processeurs plus rapides. Sûrs, sont plus puissants, plus rapides. Ouais, ils sont utilisés par exemple dans les calculs intensifs, dans des traitements qui demandent vraiment des calculs donc puissants et rapides. Par contre, les microprocesseurs donc sont pour des machines à usage personnel, hein, tels que donc les PC qu'on utilise au quotidien. Vous voyez? Donc c'est question de taille, ni plus ni moins. La même chose quand vous dites ordinateur, micro-ordinateur. Donc, ordinateur, donc c'est une grande machine, hein, utilisée donc dans la grande industrie. Même par exemple dans les centres de recherche, on a besoin vraiment des machines très performantes, puissantes. Là, on va pas utiliser des micro-ordinateurs. Vous voyez. Par contre, un micro-ordinateur, c'est la miniature, c'est-à-dire c'est un ordinateur de taille petite, moins encombré, vous voyez, et moins puissant par rapport à l'ordinateur. D'accord? Donc, c'est ça la différence. C'est en termes de taille et de performance et de puissance. Mais le principe est le même. Monsieur, Oui, pour la mémoire centrale, la case, elle est toujours sur un octet. oui, oui. La Toujours définition là. principale de la mémoire centrale sur le plan, donc, c'est la définition matérielle, on peut l'avoir comme un tableau de cases ou de cellules dont chacune est sur un octet. Maintenant, tout dépend du microprocesseur quand il accède à la mémoire. Il peut lire plusieurs octets à la fois. Il peut écrire D'accord, plusieurs octets à la fois, parce qu'on va voir par la suite. D'accord? Alors, d'accord. regardez, jeune homme, donc là, vous avez la définition. C'est quoi un micro-ordinateur? Est un ordinateur de faible encombrement construit autour d'un microprocesseur qui constitue son unité de calcul, de contrôle et de traitement. Microprocesseur, c'est un processeur miniaturisé. Bon, ça grave. D'accord? Pour qu'il puisse tenir sur un seul circuit intégré. Alors, donc je reviens à bus d'adresse, c'est clair. Alors, euh, Monsieur, donc, monsieur, je- oui, monsieur, donc pour la mémoire centrale, chaque octet il a son propre adresse. voilà, la mémoire centrale. J'ai bien explicité les choses ici. Chaque case mémoire a sa propre adresse. D'accord? Qui est tout simplement son numéro, en commençant de 0 jusqu'à n-1. Donc, si j'ai une mémoire de n octets, ça veut dire elle a n cases mémoire, d'accord? Et chaque case mémoire a sa propre adresse, qui est son indice. Monsieur, Oui, monsieur, علاش لا طاي تاع ça se coupe, hein, je n'ai pas entendu la question, s'il vous plaît. Pourquoi la taille de la monsieur case? لا طاي تاع لا دوني Hein? وي Oui, في لا ميموار سونترال ان اوكتي سا oui. ديبون لا طاي تاع الميكرو بروسيسور نورمالمون اذا كان 32 بيت ولا 64 نورمالمون تبدل لا طاي Non, non, il n'y a pas une dépendance. C'est la taille de la donnée. Donc, si je vois que ma donnée est de type Word, ça veut dire 2 octets. Donc, automatiquement, je dois وي réserver 2 octets. D'accord? Si elle est de type double Word, donc je réserve 4 octets. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec le microprocesseur. C'est-à-dire, euh, en termes de taille, c'est je réserve le nombre d'octets qu'il faut pour ma donnée par rapport à sa taille.
Je ne vois pas où est la relation avec le microprocesseur. Vous allez voir, on aura relation par rapport à la quantité ou la taille de la donnée lue et écrite en utilisant le bus de données. Ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Oui, oui, je Oui, vous écoute. oui, donc d'après ce que j'ai compris, une unité de mémoire, elle est égale à un octet. Chaque unité de mémoire, elle a un octet. Les cases mémoire, chaque case mémoire est sur un autre. Donc là, Voilà. qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi une mémoire centrale? C'est une suite de cases. D'accord? Et ces cases sont sur un octet. Chacune est sur un octet. C'est tout. Donc vous avez un tableau d'octets. Quand vous déclarez, vous avez fait les tableaux. Oui, vous avez fait les tableaux, vous avez demandé. Donc, quand vous déclarez un tableau de type entier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déclaré un tableau d'éléments de type entier. C'est-à-dire chaque élément contient une valeur entière. D'accord? La même chose pour la mémoire centrale. Je peux la considérer comme un tableau d'octets. C'est-à-dire chaque élément de ce tableau a une taille égale un octet. C'est-à-dire il peut contenir une donnée sur un octet. Et son adresse, c'est bien tout simplement son indice. Donc si j'ai une donnée à placer dans la mémoire centrale, je dois tout simplement prendre le nombre de cases qu'il faut. Si par exemple ma donnée est de type double word, ça veut dire elle occupe 4 octets, là je dois donc prendre 4 cases mémoire. Vous voyez? Alors, je reviens donc au cours. J'ai dit donc pour le bus d'adresse. Regardez, le bus d'adresse, euh, de n fil. Hein, n fil, ça veut dire je peux m'adresser à combien de cases mémoire? À 2 puissance n. Vous voyez? Donc, je prends cet exemple. Hein, sélection des objets. Regardez. Hein. Alors, j'ai dit donc, voilà, le bus d'adresse, voilà, le bus adresse, noté donc BA. Regardez donc, imagine, je prends un exemple, hein, voilà, je mets ici exemple, donc, bus d'adresse de 2 fils. Alors, ce bus d'adresse de 2 fils peut adresser combien de cases mémoire? Hein? Il peut adresser, Ah, hein? ah, ah, Très bien, 2 puissance 2. 2 puissance 2 cases mémoire. Vous voyez, donc peut adresser 2 puissance 2 cases mémoire, ce qui fait donc c'est 4. D'accord? Alors si je prends mon exemple, voici mes cases mémoire. Voilà. Et donc, puisqu'il ne faut pas oublier, je suis donc au niveau matériel, je dois toujours respecter la taille, puisque la taille de mon bus d'adresse est de 2 bits. Alors là, donc, je dois écrire mes adresses sur 2 bits. Voilà, 0, je mets le binaire. Là, c'est 0,1. Là, donc, c'est 1, 0, 1, 0.
Et là, la dernière case, c'est bien 1. Vous voyez? Donc, avec ce bus d'adresse, je peux m'adresser à, ou accéder à 4 cases mémoire. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces adresses que vous voyez ici, hein, ces adresses que vous voyez ici, sont tout simplement toutes les valeurs possibles que peut transporter ce bus d'adresse. C'est comme on a ماشي vu. Oui. بالاكس نكتبوا نيميرو. Non, X, c'est le contenu. Ça, c'est le contenu de la case mémoire. Et ça, c'est l'adresse. D'accord? وي اذا كان زعما سات ولا نكتبوا بينات الاكس. Par exemple, regardez, par exemple, si la case contient, par exemple, euh, un A, H. Par exemple, vous voyez? Regardez le contenu. Cette case mémoire contient la valeur, on a donné un H de type octet. Vous voyez? وي Est-ce que c'est clair? Alors, وي وي je peux ajouter, attendez, pour plus de détails. Donc, je peux ajouter, donc, attendez, oui, ils vont mieux. Euh, Par exemple, voilà. Je mets une accolade. La rotation. Celle-ci. Euh, Voilà, donc je fais la rotation. Euh, Oui, voilà, la rotation. Donc là, je mets 90. Voilà. Donc, ça, tout simplement, ça représente... Attendez, voilà, j'utilise une autre couleur. Euh, Préférence, hein, j'utilise une autre couleur. Une autre couleur rouge. Voilà. Et là, c'est tout simplement les cases mémoire. OK. Donc, là, je peux dire que ce sont tout simplement les cases mémoire. Oui, voilà. Voilà, là, donc, je mets donc, là, donc, ce sont donc les adresses, hein, les adresses. Voilà. Et là, donc, sont tout simplement les cases mémoire. OK. Ça, ce sont les cases mémoire ou bien les cellules mémoire. Donc, il faut faire la différence s'il vous plaît, entre une case mémoire, entre l'adresse de la case mémoire et le contenu. Voilà, j'ajoute le contenu. D'accord? Ok. Ça, donc, s'il vous plaît, voilà. Voilà. J'utilise une autre couleur. Voilà, j'utilise une couleur, par exemple,
bleu, hein, pour dire que ça c'est le contenu hein, de la case mémoire. S'il vous plaît, faire la différence entre ces trois concepts. Voilà. D'accord. Et donc, si on revient à notre cours, alors pour un bus d'adresse de n fils, alors on peut s'adresser à 2 puissance n cases mémoire. D'accord? Faut pas oublier ça. Et j'ai dit donc c'est un bus unidirectionnel, ça veut dire qu'il n'y a que le microprocesseur qui peut s'adresser aux autres. Alors, le bus de données, c'est clair, donc c'est un bus qui est bidirectionnel, comme vous voyez ici. Il est bidirectionnel, donc c'est pour l'échange des données. Donc le microprocesseur peut envoyer des données comme euh, les autres périphériques ou composants peuvent aussi à leur tour envoyer des données au microprocesseur. Donc c'est le même principe, donc un bus de données peut transporter donc une donnée à la fois. Et quelles sont donc les données possibles transportées par un bus de données? Sont tout simplement 2 puissance n données, ou bien valeurs. Vous voyez, par exemple, si je prends par exemple un bus de données sur 8 fils, c'est comme si j'ai pris un espace de type byte, octet, c'est-à-dire un espace sur 8 bits, et dans cet espace, quelles sont les valeurs possibles, hein, ou toutes les valeurs possibles qu'on peut placer dans cet espace, sont tout simplement 2 puissance n valeurs, c'est-à-dire 2 puissance 8 valeurs. Ça veut dire 256 valeurs. Maintenant, tout dépend. Est-ce que ce bus de données est utilisé pour transporter, dans le cas où il est utilisé pour transporter des valeurs signées ou des nombres signés, donc là, automatiquement, je vais transporter les valeurs possibles de moins 128 jusqu'à plus 127. Ça veut dire les 8 fils du bus de données sont utilisés donc comme suit. 7 fils pour transporter la valeur et le fil point fort pour transporter le signe. Maintenant, le bus de contrôle. Le bus de contrôle, là, il faut faire attention. Son utilisation en termes de lignes groupées est différente par rapport à l'utilisation des autres bus. Je m'explique. Pour le bus de contrôle, c'est un bus, certes, qui est composé de plusieurs fils, hein, sauf que sur le schéma, donc là, j'ai mis un bus bidirectionnel, c'est-à-dire dans les deux sens. C'est-à-dire quand je regarde les lignes groupées, ce bus est bidirectionnel. D'accord? Par contre, si je passe au fil, c'est-à-dire je regarde fil par fil, les fils ne sont pas bidirectionnels, sont unidirectionnels. D'accord? Je m'explique. Par exemple, si je prends le fil lecture ou bien le fil écriture, ces deux fils sont unidirectionnels dans le sens du microprocesseur vers les autres. Vous voyez? Si je prends par exemple un autre fil, par exemple, qui avertit le microprocesseur sur l'arrivée des événements, ou la présence des événements, c'est-à-dire qu'on va utiliser par la suite. Par exemple, ce fil-là, il est unidirectionnel dans le sens périphérique vers le microprocesseur. Je répète, le bus de contrôle, son utilisation est différente par rapport à l'utilisation des autres bus. Certes, c'est un bus qui est composé de plusieurs fils. Dans l'ensemble, il est bidirectionnel, mais il est unidirectionnel par fil. C'est-à-dire quand je regarde ces fils un par un, ces fils ne sont pas bidirectionnels, sont unidirectionnels. Soit du sens microprocesseur vers les autres, ou bien des autres vers le microprocesseur. Vous voyez? Et l'utilisation c'est-à-dire le nombre de fils à utiliser, tout dépend. Je ne suis pas obligé d'utiliser tous les fils. Vous voyez? Par exemple, si j'accède à la mémoire centrale pour
lire, alors comment je fais? D'abord, je dois placer l'adresse de l'emplacement mémoire ciblé sur le bus d'adresse. Automatiquement, l'adresse va arriver au niveau de la mémoire centrale. La mémoire centrale, donc, va comprendre qu'il s'agit donc d'une sélection d'une adresse. Mais, elle ne sait pas encore est-ce que le microprocesseur veut lire ou il veut écrire. Là, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend tout simplement l'activation du fil de contrôle ou la ligne de contrôle qui fait partie du bus de contrôle, la ligne lire ou écrire. Vous voyez? Si par exemple le microprocesseur active la ligne lire, c'est-à-dire lecture, là, qu'est-ce qu'elle fait dans la mémoire? Automatiquement, elle prend le contenu de la case mémoire ou de la zone mémoire ciblée par le bus d'adresse, via le bus d'adresse, et dépose ces données-là sur le bus de données, afin donc de les transmettre au microprocesseur. Vous voyez? Donc ça, ce qui concerne le bus de contrôle. Alors, quels sont les critères? Lecture et l'écriture. Hein? Monsieur, pour la lecture et l'écriture, est-ce que c'est un seul fil qui est responsable des deux ou bien Tout dépend, un tout fil pour dépend. la Sauf, lecture et un autre? théoriquement, ce sont deux fils différents. Mais réellement, physiquement, il y a des microprocesseurs qui sont dotés de deux fils séparés, un pour la lecture et l'autre pour l'écriture. Il y a d'autres microprocesseurs qui utilisent un seul fil, c'est-à-dire un fil multiplexé, hein, pour les deux opérations. D'accord? Alors D'accord. nous, on va utiliser, c'est-à-dire le 8086 qu'on va voir pour la suite, on a deux fils séparés, un pour la lecture et euh, l'autre pour l'écriture. D'accord? Alors, D'accord, merci. donc je vous en prie. Donc je vous donne un exemple. Imagine donc on est en plein en TD par exemple, et je veux donc faire monter un étudiant au tableau pour faire l'exercice. Alors, la première des choses à faire, c'est quoi? D'abord, je dois m'adresser à l'étudiant ciblé. Comment? En prononçant son nom. D'accord? En prononçant son nom. Ensuite, l'étudiant, donc, automatiquement, hein, il va donc répondre par présent, c'est-à-dire oui. C'est-à-dire, il sait qu'il est sélectionné. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à lui indiquer qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le type ou la nature d'opération. D'accord? Alors, je lui demande de vous passer au tableau pour faire l'exercice. Donc, après avoir reçu ces deux informations, c'est-à-dire son nom, je l'ai sélectionné. Ensuite, je lui ai indiqué qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire la nature ou le type d'opération. Là, qu'est-ce qu'il doit faire lui? Il doit exécuter. Vous voyez? Et donc, les fils ou le bus de contrôle, c'est pour indiquer le type ou la nature de l'opération voulue par le microprocesseur. D'accord? Euh, On trouve aussi dans le bus de contrôle une ou plusieurs lignes permettant au circuit téléphonique d'effectuer une demande en microprocesseur. Ces lignes sont appelées lignes d'interruption. Voilà. Alors, regardez. Euh, le bus de contrôle. J'ai dit donc qu'il y a deux groupes de fils qui composent ce bus. Il y a le premier groupe qui est dans le sens microprocesseur vers les téléphiles. D'accord? Là, ces fils permettent au microprocesseur d'indiquer le type d'opération ou la nature d'opération. Est-ce qu'il veut lire en général ou écrire, ou il répond par réponse positive suite à la présence d'un événement. Vous avez le deuxième groupe, c'est les fils qui vont des périphériques vers le microprocesseur. Je donne par exemple un fil qui est très utilisé, quand par exemple l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Là, le microprocesseur ne sait pas, hein. Ne sait pas qu'il y a une touche appuyée par l'utilisateur. C'est au clavier de l'informer qu'il y a un utilisateur qui a appuyé sur une touche, c'est-à-dire la présence d'un événement. Et ce qu'on appelle une interruption. Alors là, le clavier, qu'est-ce qu'il fait? Via bien sûr des circuits d'interface, hein, il va envoyer via le bus de contrôle un signal qui va informer le microprocesseur qu'il y a une touche qui a été enfoncée. Vous voyez? Donc, le bus de contrôle permet au microprocesseur
d'indiquer au périphérique le type d'opération, hein, et par exemple, aussi pour les informer est-ce que les emails, c'est-à-dire les appels précédents ont été acceptés ou non, et donc le bus de commande, il permet au périphérique d'avertir ou d'informer le microprocesseur sur la présence des événements. D'accord? On reviendra donc on reviendra plutôt sur ce bus de contrôle, notamment sur les fils des interruptions, en détail, dans le chapitre des interruptions. Alors, regardez, en général, le bus de contrôle comporte trois fils. Voilà les fils qu'on utilise souvent. Donc, vous avez le fil read et vous avez le fil write. D'accord? Là, donc, j'ai utilisé une seule ligne groupée, mais j'ai dit je peux avoir des microprocesseurs qui utilisent deux fils distincts, différents. Un pour la lecture et l'autre pour l'écriture. Alors, voici donc la mémoire. Donc, tout à l'heure, je l'ai détaillé. Là, vous le voyez plus clair. Regardez. Hein. Regardez, la mémoire donc peut être vue comme un ensemble de cellules ou de cases contenant chacune plutôt chaque cellule mémoire est repérée par son indice, vous voyez. Sauf que je suis en archi, normalement là je mets 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Mais comme on est en archi, donc là, j'ai utilisé donc tous les bits, c'est-à-dire toute la taille du bus d'adresse, d'accord? Donc si par exemple ici, j'ai utilisé un bus d'adresse sur deux fils, donc là je suis obligé de respecter le type du bus d'adresse. Le bus d'adresse est de type de fil. Donc là, j'étais obligé de mettre l'adresse sur 2 bits. Vous voyez? Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Donc là, j'ai utilisé 20 bits. Vous allez voir, comprendre pourquoi 20 bits. Hein, voilà. Et là, vous avez le contenu. Vous avez le contenu, par exemple. Donc voilà, là, je mets donc que chaque cellule sur un octet. Là, il y a une remarque. Les cases mémoire peuvent être lues ou écrites par le microprocesseur cas d'une RAM ou bien Monsieur, seulement lues cas d'une RAM. monsieur, Oui. كي ندخل دوني تكون تخي داخل لا ميموار ولا Comment? اي بلاص تكون تخي داخل لا ميموار لادريس. Quand vous déclarez une variable, automatiquement, cette variable va occuper un ensemble de cases mémoire. Tout dépend de sa taille. Donc, si par exemple vous déclarez un entier en langage C, on sait très très bien qu'un entier prend 4 octets, automatiquement votre variable va occuper 4 cases mémoire. مي لو كان ديكلاري فاريابل دوخر حيجي هذيك فاريابل تحت في لادريس ولا في C'est normal. Ah oui, oui, c'est normal. Donc, on va voir ça dans le chapitre suivant. Quand vous déclarez des variables, la première va occuper la première adresse libre, la première adresse mémoire libre. Donc, elle va occuper un certain nombre de cases. Ensuite, la variable qui est déclarée juste après va occuper les cases qui viennent par la suite, et ainsi de suite. C'est normal. Si par exemple, vous déclarez la première variable, va occuper donc ces 4 octets. D'accord? Oui. Ensuite, la deuxième variable, automatiquement, elle sera placée ici, juste après, et ainsi de suite. مي علاش في السي كي نديكلاري فاريابل كدير لادريس تاعو تلقاها مخلطة Comment? في السي نديكلاري فاريابل لادريس تاعو كي نديرو برينت لادريس تاعو تلقاها كاين نيميرو. C'est-à-dire, vous voulez dire que l'adresse de la variable n'est pas 0, n'est pas 1, hein? وي Oui, parce que, non, je vous dis pourquoi. Donc, il faut savoir que quand vous déclarez une variable, c'est le système d'exploitation qui va vous chercher un espace libre. Et cet espace libre ne se trouve pas forcément à l'adresse 0. Donc, si par exemple, la première partie de la mémoire centrale est occupée, il va trouver que la case ayant l'adresse, par exemple, 100H, qui est libre. C'est là où il va placer votre variable. Oui, ça, ce qu'on appelle, c'est la gestion de la mémoire centrale. C'est le système d'exploitation qui gère cet espace. Hein. C'est celui qui gère l'espace afin, donc, de trouver un espace libre pour votre variable ou bien votre programme. Vous voyez? والفاريابل اللي موراه يكون 11 11 هكذا. C'est normal. Donc, une fois l'espace trouvé, automatiquement,
la première variable, par exemple, va occuper l'adresse 100, automatiquement la deuxième variable va occuper l'adresse qui vient juste après, en fonction de sa taille, bien sûr. Ok, monsieur. Ah, Merci. il n'y a pas de... Monsieur, Oui, monsieur, on a codé les cases mémoire sur 5 bits. c'est pas 5 bits, attention. Là, c'est sur, regardez la base. Là, j'ai utilisé H. Oui, H. Donc, sur 5 chiffres hexadécimales, et donc c'est 5 fois 4, ça donne combien? 20 bits. 20 bits, d'accord. voilà, 20 bits parce que le microprocesseur 8086, que vous voyez ici, a un bus d'adresse sur 20 bits. Voilà. Ouais, c'est pour ça donc j'ai pris 20 bits. Si c'était un microprocesseur sur 2 bits hein, comme ici, là regardez, donc j'ai représenté sur des adresses sur 2 bits. C'est en fonction de la taille du bus d'adresse. D'accord? D'accord, monsieur. Voilà. Donc là, Monsieur, si la mémoire est plus large. attendez, c'est Mokhtari, Mokhtari. Donc s'il vous plaît, si vous me posez des questions via le chat, parce que moi je ferme le chat pour avoir l'espace dégagé sur l'écran, n'hésitez pas donc d'intervenir par le son. Alors c'est Mokhtari, c'est ça. Mokhtari, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, monsieur, c'est Ah, moi. c'est vous. Oui, Ah, j'ai d'accord. remarqué. C'est ça, d'accord. Ensuite, vous avez Garté. Garté, Abdelnour. Ah, donc, donc, pas besoin de Oui, prendre le son. monsieur. Ah, vous m'entendez, vous avez le son. Oui, oui. Très bien, ça. Alors, attendez, donc je regarde juste. Voilà. Monsieur, Oui, vous pouvez répéter la apparemment, dernière partie, s'il vous plaît? Madame, Vous pouvez répéter la dernière partie, s'il vous plaît? T'as pourquoi 20? pourquoi 20? J'ai dit parce que le microprocesseur que vous voyez ici, vous le voyez ici, 8086, à l'écran. Oui, monsieur. Voilà, ce microprocesseur, c'est ce microprocesseur qu'on va étudier et utiliser dans le reste des cours. Ce microprocesseur a un bus d'adresse sur 20 bits, c'est-à-dire composé de 20 fils. C'est pour ça, dans la mémoire, dans ce dessin, j'ai utilisé des adresses sur 20 bits. Vous voyez, là, sur l'hexadécimal, j'ai 5 chiffres hexadécimales multipliés par 4 pour passer en binaire, j'obtiens 20 bits. Vous voyez, et donc, c'est par rapport au 80-86 qu'il y a un bus d'adresse sur 20 bits. D'accord, d'accord. Monsieur, monsieur, Oui, je vous écoute. monsieur, mais vous n'avez pas dit que on pouvait adresser 2 puissance n cases mémoire avec Oui, n le bus d'adresse. oui, oui, oui. C'est la formule Donc, générale. voilà, donc si le bus d'adresse il est codé sur 20 bits, alors on Oui. devrait faire 2 puissance. Voilà, donc donc s'il vous plaît, ne précipitez pas donc les choses. On va venir, d'accord? D'accord, d'accord. On reviendra sur ça, d'accord? Alors, pour l'instant, on a compris c'est quoi les bus d'interconnexion du microprocesseur avec son entourage. Hein, on a dit donc il y a 3 bus, le bus d'adresse, le bus de contrôle et le bus de bande, d'accord? Et on a vu donc quelle est l'utilité donc des bus, l'utilité des bus et comment sont utilisés. Maintenant, ensuite on a vu c'est quoi la mémoire. C'est un tableau de cases mémoire ou de cases dont chacune est sur un octet, c'est-à-dire contient 8 bits. Les indices des cases mémoire sont tout simplement les adresses mémoire. Hein. Là, on va voir le microprocesseur 8086. Regardez comme vous voyez ici. Hein. Je ne vais pas détailler toutes les branches ou tous les fils du microprocesseur. Alors, vous avez donc cette branche qui est tout simplement la masse. Cette branche, c'est l'alimentation électrique. Ce demi-cercle que vous voyez ici, hein, c'est un cercle d'orientation. Parce que quand vous regardez réellement
le microprocesseur, c'est-à-dire physiquement, le 8426, vous n'allez pas trouver ces noms-là. Ça, c'est sur le plan, le schéma, qu'on a ces noms, les noms des branches. D'accord? Et ces numéros-là que vous voyez ici, les numéros des branches. Par contre, réellement, pour pouvoir se retrouver, c'est-à-dire en regardant l'architecture du microprocesseur et le microprocesseur lui-même, pour pouvoir se situer, hein, où est donc l'entête, c'est-à-dire le haut et le bas. Donc, c'est par rapport à ce demi-cercle. C'est-à-dire quand vous prenez le microprocesseur physique, là, vous allez donc voir il a donc une coupure. Vous voyez, demi-cercle. Il y a d'autres microprocesseurs qui n'ont pas cette coupure de demi-cercle, mais plutôt, ils ont un point ici. Vous trouvez ici un point rond. C'est donc l'orientation pour pouvoir donc identifier les branches. Voilà. Alors, regardez. Vous avez donc le bus d'adresse qui s'appelle A et le bus de données qui s'appelle B. Vous voyez. Donc, il y a des A et D que vous voyez ici. Ça veut dire que cette branche est connectée en même temps au bus de données et au bus d'adresse. C'est ce qu'on appelle le multiplexage des bus. Pourquoi donc pourquoi on a fait ça? C'est tout simplement pour réduire la taille du microprocesseur. D'accord? Donc, on aurait dû séparer les branches, c'est-à-dire placer 20 branches d'adressage, ensuite 16 branches de données pour le bus de données. Alors, pour gagner de l'espace et réduire la taille du microprocesseur, alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il vaut mieux multiplexer les branches du bus d'adresse et bus de données. Hein? Donc, regardez le bus de données, vous avez D00 avec A00 jusqu'à 16, 15, parce qu'on a commencé de 0. Ensuite, les lignes A16, 17, 18, 19 du bus d'adresse sont multiplexées avec ces lignes de contrôle S3, S4, S5, S6. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Je m'explique. Si je prends par exemple une gare de train, et je sais très très bien qu'à partir de cette gare, par exemple, je prends la gare d'Alger. La gare d'Alger, je sais que les trains de la gare d'Alger peuvent donc aller vers l'est comme ils peuvent aller vers l'ouest. Alors, jusqu'à la gare d'Al-Harrach, vous avez donc les deux lignes est-ouest sont multiplexées. C'est-à-dire, les trains de l'est et de l'ouest utilisent les mêmes rails. Vous voyez? Mais dès qu'ils arrivent à la gare d'Al-Harrach, là, ils se séparent. Donc, chacun prend sa direction. C'est-à-dire, le train de l'est donc va vers l'est et de l'ouest va vers l'ouest. C'est le même principe. Donc, à un moment donné, quand, par exemple, une adresse ou une donnée sort du microprocesseur vers donc, le périphérique, alors, à un moment donné, ces deux bus vont se séparer. Vous voyez? C'est tout simplement. Et donc, ça, c'est pour justement gagner d'espace et réduire la taille du microprocesseur. Alors, on va détailler donc ces branches. Regardez. Donc là, vous avez bus de données sur 16 bits. Ça veut dire, s'il vous plaît, quand je dis bus de données sur 16 bits ou un bus de 16 fils, ça désigne la même chose. D'accord? Ça veut dire que ce bus de données peut transporter une donnée sur 16 bits au maximum. Minimum, un octet. Faut pas oublier ça. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit que les cases mémoire sont sur un octet. Je peux donc, grâce à la taille du bus de données, je peux lire je peux lire ou écrire des données sur 16 bits en même temps. Vous voyez, c'est-à-dire une donnée sur 16 bits, je peux l'écrire ou lire en un seul accès. Parce que c'est le bus de données qui permet ça. Imagine si mon bus de données est sur 32 bits. Ça veut dire 4 octets. Là, grâce à cette capacité, je peux lire ou écrire une donnée sur 32 bits. Et de là vient le mot mémoire. C'est quoi le mot mémoire? Le mot mémoire est tout simplement, c'est la taille de la donnée maximale qu'on peut lire ou écrire en un seul accès. Vous voyez, par exemple, le 8086,
son mot mémoire est sur 2 octets. Si je prends par exemple un autre microprocesseur, hein, qui a un bus de données sur 64 bits, ça veut dire 8 octets. Là, le mot mémoire de ce microprocesseur est bien 8 octets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux lire ou écrire 8 octets en un seul accès. Vous voyez la différence? Et donc, la taille du mot mémoire dépend tout simplement de la taille du bus de données du microprocesseur. Et donc, avec le 8086, le mot mémoire est sur 16 bits, 2 octets. D'accord? Ça veut dire avec le 8086, je peux lire ou écrire une donnée sur 16 bits à la fois. D'accord? Bien sûr, les 16 bits ou les 2 octets doivent être adjacents. Ça veut dire, quand je lis ou j'écris toujours 2 cellules adjacentes, voisines. Vous voyez? Ça veut dire, quand je écris une donnée sur 16 bits en un seul accès, je ne peux pas donc accéder à 2 cases distantes. Vous voyez? Donc, j'accède pour lire ou écrire 2 cases voisines, adjacentes. Hein? La même chose si le bus de données est sur 64 bits. Si je veux donc lire plusieurs octets en même temps, en un seul accès, donc il faut que ces octets soient adjacents. Alors, vous avez le bus d'adresse qui est sur 20 bits, la taille des registres sur 16 bits. C'est quoi un registre? On reviendra sur cette partie. Les registres sont tout simplement des petits espaces mémoire à l'intérieur du microprocesseur. Tout simplement. Donc, ce sont des espaces mémoire qui sont sur 16 bits, 2 octets. Et donc, ce sont des espaces de travail à l'intérieur du microprocesseur, hein, qui sont utilisés pour stocker des résultats intermédiaires, pour un adressage, pour effectuer du traitement. Donc, on verra ça en détail quand on passe à la structure interne du microprocesseur. Vous avez donc les 16 broches de AD0 jusqu'à AD15, qui sont des broches multiplexées de données et d'adresses. D'accord? Donc, l'adresse et les données ne peuvent pas être envoyées en même temps, c'est clair. C'est la même chose. Si je reprends l'exemple du train de tout à l'heure, si par exemple, je veux envoyer 2 trains, un pour l'Est et l'autre pour l'Ouest, c'est clair que de la gare d'Alger jusqu'à Harrach, je ne peux pas envoyer les deux en même temps. C'est clair, parce que soit j'envoie le train de l'Est en premier, ensuite après une durée T, j'envoie le deuxième train. D'accord? Mais impossible d'envoyer les deux en même temps. Parce que j'ai une seule rail. D'accord? Pour d'Alger jusqu'à Harrach. C'est le même principe. Donc là, si j'utilise donc ces broches pour l'adressage, je ne peux pas les utiliser en même temps pour l'envoi des données. D'accord? Et donc, je pense que ce point est clair. Alors, vous avez donc les 4 broches A16 jusqu'à A19 qui sont donc multiplexées avec des broches de contrôle. Bon, ça c'est pas important. Bon, vous avez la broche d'alimentation électrique. Voici l'horloge. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'horloge? Hein? Voilà, voici l'horloge. On a dit l'horloge, c'est elle qui est responsable sur le rythme ou la vitesse de travail du microprocesseur. Et donc, si je prends le 8086, voici la broche hein, à laquelle est connectée l'horloge, CLK clock. D'accord? Alors, là, j'ai fait une petite remarque, parce que, certes, on ne va pas utiliser toutes ces broches. Alors, vous avez la doc sur Internet, si donc vous êtes intéressé par donc, ou intéressé donc, vous voulez donc avoir plus de détails, vous pouvez consulter la doc sur Internet. Alors que nous, les lignes de contrôle qui seront plus utilisées dans le reste des cours sont donc les lignes, les fils read and write, donc les fils de contrôle de lecture et d'écriture. Vous avez cette broche qui est M et O, barre.
MI au bar, la voici, vous voyez, la voici, hein, MI au bar, c'est une broche qui permet de cibler l'espace, est-ce que l'espace mémoire, ou bien cibler un périphérique d'entrée-sortie. Parce que quand le microprocesseur lit une donnée, il a deux sources principales. Soit il lit les données à partir de la mémoire centrale, soit à partir d'un périphérique, par exemple le clavier. Hein, par exemple le clavier. Donc là, le microprocesseur, quand il s'adresse au clavier, automatiquement, il va envoyer un 0 pour dire que je m'adresse à input-output, entrée-sortie. Si je veux accéder à la mémoire, là, il va envoyer un 1 pour dire que je veux lire à partir de la mémoire. Là, vous avez la broche INTL, interruption. Donc, c'est la ligne de demande d'interruption. On a tout un chapitre sur les interruptions. C'est-à-dire, via cette ligne qui est en entrée, que le microprocesseur reçoit, hein, reçoit donc des demandes d'interruption. Alors, vous avez donc la ligne INT à bas. Donc, les deux lignes sont vraiment détaillées dans le chapitre des interruptions. Là, quand le microprocesseur reçoit une interruption, ça veut dire il reçoit l'information lui disant que il y a un tel événement qui s'est présenté. Par exemple, tu as l'utilisateur qui a appuyé sur une touche. Là, le microprocesseur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre ça en charge. Parce que quand vous appuyez sur une touche, il faut que la machine récupère le caractère, hein, correspondant à cette touche. Si par exemple j'appuie sur la touche 1, automatiquement la machine doit récupérer le caractère 1. D'accord? Alors, donc, pour que le clavier sache que son interruption, c'est-à-dire son appel ou son alerte, a été prise en charge par le microprocesseur, alors le microprocesseur lui répond via cette ligne INT à bas que vous voyez ici. Voilà. C'est-à-dire en envoyant un 0, là, il va comprendre que sa demande a été prise en charge. D'accord? Alors, maintenant partons à l'architecture interne du microprocesseur. Désactivez les sons, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous désactivez les sons. Monsieur, Oui, une question, s'il vous plaît. allez-y. Monsieur, on a dit que le bus d'adresse est sur 20 bits, donc il peut adresser une mémoire de 2 puissance 20. Si Oui. on a une mémoire large, est-ce que ça pose un problème? Si on Bien, a, c'est un problème. Une mémoire plus large, c'est-à-dire plus de 2 puissance 20 cases. Est-ce que là, ça pose un problème? donc, logiquement, par rapport à la définition, ça veut dire que ce bus de 20 bits est incapable d'adresser un espace allant de 2 puissance 20. D'accord? D'accord? Donc, toujours, Donc, on a des mémoires qui sont ça veut dire inférieures que, à 2 puissance. ça veut dire qu'avec ce 80-86, s'il vous plaît, coupez le son. Alors, j'ai dit donc, c'est clair. Donc, si, ça veut dire quoi? J'ai un bus d'adresse de 20 bits. Voilà. Alors, je viens ici. Bus d'adresse de 20 bits peut adresser combien? Il peut donc adresser la taille de l'espace mémoire adressable égale à 2 puissance 20. Case mémoire, c'est-à-dire 20 octets.
OK? 2 puissance 20. 15 mémoires. 15 mémoires, c'est-à-dire octets. OK. Et ça donne combien? Si vous calculez donc 2 puissance 20, là, vous allez trouver 1 mégaoctet. Vous voyez, ça veut dire avec 8426, je peux donc hein, accéder à 1 méga case mémoire, 1 mégaoctet. Mais aussi, donc, je veux accéder à un espace allant, c'est-à-dire qui dépasse 1 mégaoctet, le 8426 ne permet pas. Donc là, je dois augmenter la taille de mon microprocesseur. Si par exemple vous placez une mémoire qui a plus de 1 mégaoctet, ça veut dire que ça sert à rien. L'espace au-delà de 1 mégaoctet ne sera jamais accessible via ce microprocesseur. D'accord? Et donc tout simplement, il faut changer le microprocesseur. Si vous voulez donc accéder à un espace dépassant 1 mégaoctet, hein, là il faut augmenter la taille du bus d'adresse. Alors, maintenant passons à l'architecture interne du microprocesseur. Regardez là, s'il vous plaît. Vous avez donc, en grosso modo, deux parties. D'accord? C'est-à-dire l'intérieur du microprocesseur, 8086, est composé de deux parties. La partie unité d'interface bus, que vous voyez ici, et vous avez l'unité d'exécution. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'unité de contrôle, que vous voyez ici, et vous avez l'UAL, l'unité arithmétique et logique. Alors, vous avez des registres, ES, CS, SS, DS. Ce sont des registres de segments. Vous avez IP, c'est le pointeur d'instruction, c'est-à-dire c'est le registre qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Là, vous avez des registres de travail. Vous avez AX, qui est composé d'un octet haut et un octet bas. Déjà, AH, c'est pour dire accumulateur haut, accumulateur bas. Vous avez le registre BX, qui est composé de BH, BL, CX et DX. Donc, ces quatre registres que vous voyez ici sont des registres généraux, sont utilisés donc pour le traitement, le stockage des données. On verra ça ensuite. Alors, ces registres-là que vous voyez ici sont sur 16 bits. Maintenant, pour ces registres AX, BX, CX, DX, si je veux utiliser un seul octet, si je veux utiliser un seul octet, si je veux utiliser un seul octet, alors, si je veux utiliser un seul octet, donc j'utilise AL ou bien H. La même chose. Vous voyez. Par contre, ces registres-là que vous voyez ici sont des registres sur 16 bits. Hein? La même chose ici sont des registres sur 16 bits. Alors, donc pour l'unité de contrôle, Monsieur, oui, la taille d'un registre, sa taille c'est la même que du bus de données. qu'est-ce que vous avez? La taille Du registre, est-ce que est égal à la taille du bus de données? quel registre? Ça dépend. Donc les registres de travail que vous voyez ici sont sur 16 bits et ils ont la même taille que le bus de données. Ça, c'est pas tout le temps, Ragda. C'est une coïncidence, Ça les dépend du microprocesseur en général, ça dépend, mais ça dépend parce que, mais en général, c'est-à-dire, est-ce que je peux confirmer ça? Je sais pas, mais en général, souvent on trouve la même taille. Souvent on trouve la même taille. Souvent on D'accord, trouve la même. merci. Voilà, il n'y a pas de quoi. Là, vous voyez le bus d'adresse en rouge. Déjà, regardez s'il vous plaît. Quand vous voyez cette mention, une ligne barrée avec un nombre, ça veut dire que vous avez Monsieur, ça veut dire, attendez, laissez-moi terminer. monsieur, Ça veut dire que vous avez une ligne qui est composée de 20 fils. Vous voyez, je répète. Quand vous voyez une ligne barrée avec un nombre, ça veut dire que cette ligne est composée de n fils.
Par exemple, ici, j'ai le bus d'adresse barré avec 20, qui veut dire qu'il est composé de 20 files. Là aussi, vous avez le bus sur 16 bits. Oui, oui, je vous écoute, Janon. مسيو كما يكون عندنا بروسيسور فيه لي بيت كثر واش الفايدة واش غنستفاد Quand on aura un microprocesseur avec, دونك لي بيت كثر والسباس non, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne? On gagne la performance, la puissance. Enfin, par exemple, les microprocesseurs d'aujourd'hui, ils ont du bus de données sur 64 bits, c'est-à-dire le mot mémoire, c'est 8 octets. Le bus d'adresse, attendez, donc le bus d'adresse, je pense sur 32 bits, c'est-à-dire vous pouvez accéder à un espace mémoire plus grand. Hein, vous voyez, donc aujourd'hui, les microprocesseurs, on peut donc les équiper des mémoires centrales de 16 Go plus facilement. D'accord? Attendez. البيسي يولي بلو رابيد Bien sûr, c'est question de performance. Si par exemple vous prenez euh, une autoroute, hein, l'autoroute. Si vous prenez une autoroute sur 2 voies, d'accord? Est-ce que c'est la même Oui. chose qu'une autoroute sur 5 voies? Qui est la plus donc Non. performante? C'est l'autoroute sur 5 voies. Oui. Et c'est la même chose. Simple. Et donc, euh, si on veut vraiment augmenter les performances, on doit augmenter donc la taille des bus, l'horloge. Simple. داكور مسيو Il n'y a pas de. Ah, attendez donc juste pour chercher une information. Bref. Alors, allez, je reviens donc. Je reviens. Regardez, par exemple, euh, مسيو l'écran موشي oui, j'arrive. Et comme ça, c'est bon. Là, est-ce que vous voyez le... Oui, monsieur. C'est bon, d'accord. Oui, monsieur. D'accord. Alors, regardez s'il vous plaît, regardez. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un petit espace mémoire sur 6 octets qui s'appelle la file d'instruction ou bien file d'attente. Hein, je pense que vous avez vu ça en première année. Hein, c'est l'espace dans lequel on place l'instruction à exécuter. Je m'explique. Quand le microprocesseur exécute un programme, automatiquement, il va l'exécuter instruction par instruction. D'accord? Alors, et chaque instruction passe par plusieurs phases. Vous avez la phase rechercher instruction, c'est-à-dire le microprocesseur utilise le pointeur d'instruction, le IP, qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter qui se trouve à la mémoire centrale, qui se trouve dans la mémoire centrale. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il la récupère, hop, en utilisant le bus d'adresse pour cibler l'emplacement, IP, indiqué par IP. Ensuite, la mémoire va envoyer cette instruction au microprocesseur via le bus de données. Hop. Ensuite, l'instruction arrive ici. Elle arrive ici. D'accord? Alors, là, c'est le travail de l'unité de contrôle. Donc, une fois l'instruction arrivée, automatiquement IP va s'incrémenter pour pointer sur la prochaine instruction à exécuter. Mais l'instruction qui est en cours d'exécution, c'est l'instruction qui se trouve ici. Elle se trouve à l'intérieur du microprocesseur. Alors, le travail de l'unité de contrôle, maintenant, c'est de décoder cette instruction. Ça veut dire l'identification de l'opérateur. Est-ce qu'il s'agit d'une addition, soustraction, ainsi de suite. L'identification des opérandes. Quelle est l'opérande 1 et quelle est la valeur de l'opérande 2. Une fois ces informations récupérées, là, l'unité de contrôle de commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va envoyer via ce bus interne de connexion, qui est sur 16 bits, elle va envoyer les opérandes
à l'UAL, qu'on voit ici, dans les tampons d'entrée de l'UAL. Et ensuite, via cette ligne que vous voyez ici, hein, elle va activer le circuit logique correspondant à l'opérateur identifié. Par exemple, si par exemple l'instruction c'est A plus B. Là, après identification et décodage d'instruction et d'identification de l'opérateur des opérants, la l'unité de contrôle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va placer la valeur de A et B dans les tampons d'entrée de l'UAL. D'accord? Ensuite, elle va activer la ligne addition pour activer le circuit additionneur de l'UAL. Et une fois activée, l'UAL, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exécuter A plus B. Elle génère le résultat. D'accord? Elle génère le résultat qui sera donc acheminé donc, vers sa destination via les bus d'interconnexion. Et aussi, elle va positionner les bits du registre d'état du microprocesseur. Quels sont les bits? Ce sont tout simplement les informations qu'on a vues en TD et la dernière fois concernant l'opération effectuée par l'UAL. Est-ce qu'il y a une retenue, demi-retenue, le signe, la débordement, et ainsi de suite. Donc, l'UAL, une fois activée via cette ligne par l'unité de contrôle, elle va automatiquement exécuter l'opération, générer le résultat, et en même temps, placer les informations liées à cette opération dans le registre d'état du microprocesseur. Vous voyez? Et le résultat sera acheminé vers sa destination. D'accord? Alors, j'ai résumé ça. Donc, l'unité d'exécution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit les instructions de la file d'instructions, les exécute et les transmet, et transmet plutôt le résultat à l'unité d'interface. D'accord? Pour envoyer le résultat à sa destination. L'unité d'interface bus, elle assure le contrôle des bus, lit les instructions depuis la mémoire centrale, elle range les instructions dans la file d'instructions, c'est normal, quand on lit une instruction, automatiquement l'instruction sera rangée ici. Aujourd'hui, on ne parle pas de file d'attente, les microprocesseurs qu'on a aujourd'hui, plutôt on utilise ce qu'on appelle des mémoires caches, d'accord? Des caches mémoire qui sont à l'ordre de je ne sais pas combien, mégaoctets, Vous voyez? Vous voyez donc l'augmentation de la performance par rapport à la question qui m'a été posée tout à l'heure. Quelle utilité d'augmenter donc le nombre de bits? C'est pour avoir donc pour augmenter la performance des microprocesseurs. À l'époque, avec le 8086, on avait juste une seule file d'attente qui est sur 6 octets. Ça veut dire on peut placer une seule instruction dans cet espace. Alors qu'aujourd'hui, on parle des caches mémoire qui allant jusqu'à donc 2-3 mégaoctets. Vous avez des caches mémoire sur plusieurs niveaux. Des caches mémoire qui sont à l'intérieur du microprocesseur, qui peuvent aller jusqu'à une centaine de kilooctets. Vous avez donc des caches mémoire entre la mémoire centrale et le microprocesseur, et ainsi de suite. Ce qui explique donc la puissance, la haute performance des microprocesseurs qu'on utilise aujourd'hui. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, sont tout simplement les registres maintenant. Vous voyez? Alors, regardez. Donc, les registres, vous avez donc les registres de données aux généraux. Alors, ils sont 4. D'accord? Ils sont AX, BX, CX et DX. Là, donc, dommage, c'est pas mentionné sur le schéma, mais vous pouvez ajouter, à côté de ça, chaque ligne, vous mettez AX, BX, CX et DX. Là, on a utilisé donc les noms AHAL, c'est pour dire qu'il est possible d'utiliser un octet. Au lieu d'utiliser les deux octets, on a la totalité de l'espace du registre. Je peux utiliser un octet parce que je peux avoir des données sur un octet. D'accord? Alors, donc ces registres sont tout simplement utilisés pour réaliser, pour manipuler donc des opérations arithmétiques et logiques.
comme c'est écrit ici, on peut donc utiliser comme des registres de 8 bits, AH, AL, ainsi de suite, ou bien comme des registres de 16 bits, AX, ainsi de suite. Voilà. Alors AX, regardez, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire ce nommage et la différence entre ces registres, vraiment est très important. Il faut savoir pourquoi. Par exemple, pour tout ce qui est calcul arithmétique, multiplication, division, il vaut mieux utiliser AX. Il y a certaines opérations, par exemple multiplication, division, il est obligatoirement d'utiliser AX comme un opérant. D'accord? Il est obligatoire. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser n'importe quel registre pour quelques opérations arithmétiques, mais des fois c'est exigé. C'est-à-dire, je dois utiliser tel registre. Alors, donc, par exemple, l'accumulateur, alors, par exemple, pour la multiplication, la division, j'ai dit donc là, il est obligatoirement d'utiliser le registre AX comme un opérande. Euh, je prends un exemple pour comprendre, euh, c'est-à-dire quelle est la différence. Là, c'est comment ces registres sont conçus et fabriqués. Ils ne sont pas donc fabriqués de la même manière, ou conçus de la même manière, ou ont les mêmes avantages. C'est-à-dire, imagine si par exemple j'ai un long trajet, donc il est préférable d'utiliser donc une voiture puissante, plus grande, une voiture donc de gros cylindrée, pour vraiment faire un voyage hein, confortable. Par contre, dans la ville, il est conseillé, puisqu'il y a de l'encombrement, il y a donc problème de stationnement, donc il est conseillé d'utiliser une petite voiture au lieu d'utiliser une grande voiture. Vous voyez, c'est ça en fait le principe. Donc, si j'ai des opérations, par exemple, à des multiplication, division, donc de préférence, c'est obligatoire d'utiliser AX, d'accord, qui est mieux adapté et qui euh, donne plus de performance hein, par rapport à l'utilisation d'autres registres. Par exemple, pour l'adressage, si par exemple je veux m'adresser à un espace mémoire, donc je dois calculer son adresse, donc pour l'adressage, il vaut mieux utiliser le registre BX. Par exemple, pour tout ce qui est compteur et calcul ou exécution itérative, c'est par exemple je vais utiliser une boucle, là, le compteur, le nombre d'itérations, le comptage de nombre d'itérations, il vaut mieux utiliser le registre CX pour compter le nombre d'itérations au lieu d'utiliser un autre registre. Des fois, le registre CX travaille, c'est-à-dire son incrémentation ou décrémentation se fait automatiquement par des instructions bien déterminées. Par exemple, loop. Vous voyez, loop, l'instruction par exemple loop pour, elle décrémente automatiquement le registre CX. Vous voyez, là vous avez DX, c'est un registre de données, donc il est utilisé pour le traitement des données et présente vraiment plus d'avantages par rapport aux autres. Là vous avez, donc ça c'est ce qu'on appelle les registres de données ou des registres généraux, à usage général. Ensuite vous avez les registres pointeurs ou d'index. Vous voyez. Donc regardez, vous avez le registre SI, Source Index Register. Donc c'est donc le registre d'index source. Imagine si par exemple je veux copier une chaîne de caractères ou le contenu d'une zone mémoire vers une autre zone mémoire. Alors là, il vaut mieux utiliser les registres SI et DI. Donc le registre SI pointe sur la zone source et le registre DI pointe sur la zone destination. Si vous prenez l'exemple de copier d'un tableau, le contenu d'un tableau dans un autre tableau,
automatiquement, vous allez utiliser deux indices, I et J. Hein. Alors, c'est le même principe. Là, vous avez le pointeur de base. C'est un registre de pointeur de base pour la pile. Alors, je sais que vous allez me dire, monsieur, on n'a pas fait la pile. Hein, la pile. Donc, la pile, c'est quoi? C'est un espace mémoire. C'est un espace mémoire dont l'accès se fait suivant le principe LIFO. Last in, first out. D'accord? C'est comme si donc j'ai un cylindre qui est fermé du bas, ouvert du haut. Et donc, quand je mets les objets dedans, automatiquement, je place les objets donc un après l'autre. Et quand donc je fais sortir un objet, automatiquement, je fais sortir en premier le dernier que j'ai mis dans le cylindre. D'accord? Donc vous avez le SP, c'est le pointeur de son de pile, c'est-à-dire ce registre m'indique l'adresse de l'élément qui se trouve en sommet de pile, c'est-à-dire le dernier élément dans la pile. Alors, pourquoi donc deux registres BP et SP? Donc, SP est utilisé par le système, donc il est déconseillé de le modifier ou de le toucher. Sinon, si vous touchez le SP, vous risquez donc hein, de commettre des problèmes de fonctionnement du système. D'accord? Parce que sa modification se fait automatiquement par le système. Maintenant, la question qui se pose, si par exemple, je veux parcourir ou accéder à un élément de la pile, et comme je ne peux pas utiliser SP, alors, quel est donc le pointeur à utiliser à sa place? Alors, c'est BP. D'accord? Si je veux donc parcourir la pile ou accéder à un emplacement, un élément de la pile, donc, vous avez donc le registre BP. D'accord? Vous avez donc le IP, c'est le pointeur d'instruction. C'est le registre qui indique l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Alors, Monsieur, les re- oui, oui, pour la pile, elle se trouve au niveau de la mémoire centrale. oui, Parce qu'on dit une pile. oui, au niveau de la mémoire centrale. Attendez, donc là, je vais vous D'accord. donner un exemple. Ah, c'est bon. Euh, donc, la pile, regarde, la pile, j'observe. Sinon, je prends ça. Regardez, la pile, inscription, donc, regardez, voici donc la pile. Alors, il faut savoir que la pile, donc je peux la considérer comme un cylindre. Hein. Le principe donc se fait suivant. Là, je mets X sur X. Voilà, c'est une donnée. Voilà. Donc, je peux ainsi sur notre ligne. Regardez. Donc, vous avez donc une pile, c'est quoi? Donc, c'est un espace mémoire dont l'accès se fait suivant le principe les faux. Les faux, donc, là, qu'est-ce qu'il faut savoir?
Il faut savoir que le pointeur de son métier, c'est-à-dire le registre SP indique tout simplement il indique tout simplement son métier. Vous voyez? C'est-à-dire, il contient l'adresse de l'élément qui se trouve au sommet de fil. Alors, là, donc, je fais la remarque. Là, je fais fil. Je peux avoir une caméra et... Alors, donc là, il faut savoir que la pile, je mets remarque, les éléments de la pile, ou les données, se trouvant dans la pile, sont toutes sur 16 bits. D'accord? Faut pas oublier ça. Hein? Les données donc, ou les éléments de la pile sont tous sur 16 bits, de type Word. D'accord? Ça veut dire que je peux pas empiler, dépiler un octet. D'accord? Donc, l'accès à la pile, ça donc c'est la première remarque. Ça c'est la première remarque. Alors, c'est la première remarque. La deuxième remarque, l'accès à la pile se fait suivant le principe des faux. Donc, c'est le dernier entrée. C'est lui donc premier sorti. D'accord? Alors, la manipulation de la pile. La manipulation de la pile se fait via deux instructions. Empiler et dépiler. D'accord? Je détaille. 3.1. Donc, empiler. Hein, c'est pour placer une donnée dans la pile. D'accord? Ça, en fait, c'est théoriquement. Maintenant, euh, maintenant, réellement, comment ça se passe? Quand j'empile, qu'est-ce qui se passe dans la pile? Comme suit. Comme suit. Alors, j'ai dit réellement, qu'est-ce qui se passe? Réellement, donc, SP. D'abord, SP. Euh, SP. Reçoit SP plus 2, SP moins 2, pardon, moins 2. Ensuite, donc, la pile, l'indice SP, reçoit la donnée. D'accord? Je m'explique. C'est-à-dire, quand je lance la fonction empiler, d'accord? Empiler une donnée. Alors, donc, d'abord, voilà le système qu'est-ce qu'il fait. Il doit d'abord déplacer le SP hop, vers le haut, vers le prochain espace libre de la pile.
hein, vers le prochain espace de la pile. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, comment déplacer? Pourquoi j'ai mis là moins 2? Moins 2. Parce qu'on a dit que toutes les données se trouvant dans la pile sont toutes sur 16 bits. D'accord? C'est-à-dire, je ne peux pas placer empilé ou dépilé une donnée sur une. Alors, je fais d'abord SP-2 parce que les adresses basses sont placées en haut, les adresses hautes sont en bas. Parce que la pile, quand vous réservez un espace pour la pile, automatiquement, SP va pointer sur l'adresse haute, c'est-à-dire le fond de la pile. D'accord? Donc, quand on empile, on décrémente SP. Quand on dépile, on incrémente SP. Et donc, je dois d'abord décrémenter SP parce qu'il pointe sur ce son écrit. Donc, il passe ici. Et ensuite, cet espace indiqué par SP reçoit la donnée. La même chose pour donc dépiler, c'est le sens inverse. 3.2. Dépiler pour récupérer une donnée dans de la. Alors, là, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord, donc, par exemple, ma variable, destination, donc, soit ma variable reçoit le contenu de la pile indiquée par SP. Ensuite, je décrémente. Ensuite, j'incrémente. Voilà, je mets plus. Vous voyez? Et donc, vous voyez comment manipuler la pile. Donc, la pile, c'est quoi? Tout simplement, est un espace mémoire, hein, dont l'accès se fait suivant le principe défaut. La manipulation de la pile, donc, se fait via les deux instructions empilée et dépilée. Donc, empiler consiste à placer la donnée dans la pile, comme suit. On doit d'abord décrémenter le sommet de pile pour aller vers l'espace libre qui est juste au-dessus du sommet de pile. Et ensuite, je place la donnée à empiler dans cet emplacement. Le dépilement se fait donc dans le sens inverse. Je récupère d'abord le contenu du sommet de pile indiqué par SP. Ensuite, j'incrémente SP. D'accord? Alors, donc je reviens à... Monsieur, Oui? et pour le BP, monsieur. Hein? Et pour le registre BP, Oui. dans le même exemple, ils peuvent où? Bon, pour le registre BP, voilà, regardez. Là, ces restrictions-là, ou ces contraintes, imagine si par exemple je veux lire un octet de cette donnée. D'accord? Imagine je veux lire un octet de cette donnée. Hein? Là, j'aimerais bien, attendez, j'ajoute, regarde. Il faut savoir que la taille de la pile, attendez, voilà, pour que les choses soient claires. En tout cas, je vous envoie ce document. Là, j'ai donc de 15. Regardez, vous mettez donc c'est de 15. Voilà, vous mettez ça pour dire que les données sont sur 16 bits. De 15 jusqu'à... de 0 jusqu'à 15. Pour dire que les éléments de la pile sont sur 16 bits. C'est-à-dire chaque élément occupe 2 octets. Alors, pour le registre BP. Pour le registre BP, donc, imagine vous avez un tableau. Parce que la mémoire, on a dit qu'elle ressemble à un tableau. J'ai mon pointeur I que je ne dois pas perdre. Et j'ai besoin de parcourir ce tableau. C'est-à-dire pour vérifier la valeur d'autres éléments de ce même tableau. Si j'utilise I, automatiquement, je vais perdre sa valeur. Alors là, la solution consiste tout simplement
à utiliser un autre pointeur. Par exemple, J. C'est-à-dire, je garde I et j'initialise par exemple J par I plus 1 pour parcourir le reste du tableau. C'est le même principe. Je sais que ce SP, donc, est manipulé par le système. C'est-à-dire, ce travail que vous voyez ici se fait par le système. D'accord? L'incrémentation, la décrémentation. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends mon BP, soit j'initialise un SP, ou bien j'initialise par une adresse de l'élément ciblé. Vous voyez? Donc, si vous voulez, donc c'est un indice supplémentaire dont l'utilisation, hein, c'est pour accéder à l'appli, sans toucher SP. Voilà. D'accord? Je termine Très par rapide, cette monsieur. partie. Oui, je termine par cette partie. Vous avez donc les registres de segments. Alors, les registres de segments, pour l'instant, il faut savoir qu'il y a 4 segments. C'est quoi un segment mémoire? Un segment mémoire, donc c'est une zone mémoire sur 64 kilooctets. D'accord? Parce que avec le 8086, on peut gérer un espace, on peut accéder à un espace de 1 mégaoctet. Mais pour la bonne exploitation et la bonne gestion de cet espace, on utilise les segments. D'accord? C'est comme si vous avez un grand lot de terrain. Pour la bonne exploitation de ce lot de terrain, on vous demande de faire des constructions. Vous n'allez pas donc construire n'importe comment, n'importe où dans ce lot de terrain. Non. Là, vous allez donc le découper en sous-lots. D'accord? C'est-à-dire dire que il y a le premier sous-lot pour construction donc, des habitats. Deuxième, c'est par exemple pour une école. Troisième, pour dispensaire, et ainsi de suite. C'est le même principe. Donc, le microprocesseur, pour la bonne exploitation, la bonne gestion de l'espace mémoire, il ne va pas utiliser l'espace 1 mégaoctet comme un seul bloc, comme un seul espace. Non. Il le voit comme des segments de mémoire. Vous voyez? C'est-à-dire, cet espace est découpé c'est un découpage logique, hein, c'est pas physique. Donc, il le découpe en segments. D'accord? Alors, chaque segment a une adresse de début, de base. D'accord? Par exemple, j'ai un tableau de 50 éléments. Donc, moi, pour la bonne gestion de ce tableau, par exemple, je peux le découper en segments de des cases. Vous voyez? Dire que le premier segment, sont les 10 premières cases, de 0 jusqu'à 9. Le deuxième segment, c'est de 10 jusqu'à 19, ainsi de suite. C'est le même principe. Donc, pour les segments, vous avez segment et registre segment. Il faut faire attention. Donc, segment, c'est un espace même sur 64 kilooctets. Le registre segment contient tout simplement l'adresse de début du segment. Voilà. C'est-à-dire, il contient l'indice de la première case mémoire de ce segment. Donc, si par exemple ce segment commence à l'adresse 0, automatiquement sa première case mémoire à l'adresse 0. Donc, le registre segment contient la valeur 0 pour dire que l'adresse de base ou de début du segment, c'est 0. Alors, j'ai combien de segments? Je reviens à l'exemple du lot terrain. Puis j'ai découpé mon lot terrain en sous-lots, ou bien en segments. J'ai découpé donc en plusieurs segments. Segments donc pour les habitats, l'habitation, segments pour dispensaire, segments pour école. C'est le même principe. Là, j'ai plusieurs types de segments. Regardez. J'ai le segment étendu. J'ai le segment de code. Normalement, vous avez une idée. Le fait que vous avez entendu le mot code. Ce segment contient que des instructions. Vous avez le segment de données. Ce segment contient que les données. Si par exemple j'ai un programme, j'ai écrit mon programme en langage C, quand je génère l'exécutable, il faut savoir que l'exécutable est organisé en 2 parties. Partie données, partie code. Quand vous chargez votre programme dans la mémoire centrale pour l'exécution, alors il faut savoir que les instructions de votre programme seront placées dans le segment code et les données de votre programme seront placées dans le segment de données. Et là, vous savez le segment de pile. Vous voyez, le segment de pile. C'est bien. C'est le segment dans lequel se trouve la pile. Alors, ensuite, vous avez le registre d'état, ou bien le registre des flags. Le voici. Vous voyez ici.
C'est un registre sur 16 bits. Vous voyez, les cases grisées ne sont pas utilisées. Ils sont toujours à 0. Et là, vous avez les fameuses informations qu'on a vues la dernière fois. L'information CF curly flag. Le curly flag, c'est pour signaler est-ce qu'il y a une retenue dans le cas d'une addition ou bien un emprunt dans le cas d'une soustraction. Voici la case ou le bit qui contient l'information sur la parité, est-ce que 1 ou 0, pair ou non. Voici auxiliary flag, c'est le flag auxiliaire qui indique est-ce qu'il y a demi-retenue dans le cas d'une addition ou bien demi-emprunt. Voici le flag ZF, 0 flag, c'est pour dire est-ce que le résultat de la dernière instruction est nul ou non. Vous avez le signe du résultat, est-ce que positif, négatif. Vous avez l'overflow. L'overflow, c'est le flag indiquant est-ce qu'il y a un débordement ou non. Ça veut dire ces flags-là que vous voyez ici sont positionnés automatiquement par l'UAL. C'est-à-dire quand l'UAL exécute une opération arithmétique ou logique, elle va donc automatiquement générer le résultat et aussi positionner ces flags. Vous voyez, c'est-à-dire elle fait le travail qu'on a fait la dernière fois en TD. Alors, il faut savoir que vous avez deux types de flags. Les flags indiquant des informations sur la dernière opération arithmétique logique exécutée par l'UAL sont appelés des flags de condition. Vous allez donc comprendre et savoir pourquoi sont appelés des flags de condition. Par contre, ces flags que vous voyez ici sont trois. Ce sont des flags de contrôle. Vous avez le flag de détection, le flag d'interruption IF et le flag exécution pas à pas. Je m'explique. Pour le flag IF, c'est clair, c'est simple. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Quand un utilisateur appuie sur une touche, j'ai dit que le clavier va informer le microprocesseur qu'il y a une touche appuyée par l'utilisateur. Là, le microprocesseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter ce flag. C'est pour savoir est-ce qu'il doit répondre ou non. Hein? Alors, donc ce flag-là que vous voyez ici, s'il est positionné à 0, ça veut dire que le microprocesseur ne prend pas en charge les appels des périphériques, c'est-à-dire les interruptions. Donc là, il ne va pas répondre. S'il est donc à 1, il répond. D'accord? Là, vous avez le flag de détection. Ça, donc ce flag est utilisé pour le traitement des chaînes, ou bien les traitements répétitifs. C'est par exemple, je veux parcourir, copier par exemple une chaîne de caractères d'une zone mémoire dans une autre zone mémoire. Là, j'utilise ce flag pour dire la direction, est-ce que j'incrémente ou je décrémente mes pointeurs, mes index. Qui sont ces index? Ce sont SI et DI. C'est-à-dire, si on écrit, ou bien on a un programme de traitement de chaîne de caractères en assembleur, c'est-à-dire au niveau matériel, là, donc, pour profiter de l'avantage offert par ces registres, donc qu'est-ce que je fais? Je place mon registre SI sur la chaîne source, DI sur la zone mémoire destinataire, et là, j'indique la direction, et là, quand je copie donc caractère par caractère, automatiquement l'incrémentation ou la décrémentation, tout dépend donc de la direction, se fait automatiquement. D'accord? Alors donc, voici les flags sont détaillés parce qu'on a traité des exercices, plutôt un exercice où on a effectué des opérations arithmétiques. Hein, et on a montré comment positionner ces flags. Donc, au niveau microprocesseur, ces flags sont positionnés automatiquement par l'IAL. Alors, donc les flags de contrôle sont TF pour l'exécution pas à pas, le flag d'interruption et le flag de direction. Voilà. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va attaquer directement la segmentation de la mémoire centrale. C'est-à-dire, on va voir comment le microprocesseur
calcule l'adresse mémoire et accède à la mémoire. Parce qu'il ne faut pas oublier, regardez ici, regardez, vous avez un bus d'adresse sur 20 bits, alors que les registres utilisés, les registres de segments, sont sur 16 bits. Alors, comment générer une adresse sur 20 bits à partir d'une adresse sur 16 bits? Voilà donc sur ceci, je vous remercie.